Ok. Donc maintenant qu'on a compris que ce n'est pas une bonne pratique d'exporter toute la data en local, qu'il faut exporter une portion, on va juste ajouter en gros ici deux lignes pour le faire, mais bon, plutôt que de l'ajouter là, je vais plutôt le laisser comme ça, le mettre en commentaire comme ça. Vous aurez tout le process dans le code qui sera mis à disposition. Et ici, je le fais comme ceci. Voilà, ok. Donc, et cette partie, ces deux parties, c'est la même chose qu'on avait ici. Donc, j'ai juste ajouté ces deux parties. Et ces deux parties, elles font quoi? Celle-ci, cette fonction permet de récupérer 100 éléments de notre data BIM. Et puis ici, c'est pour cette partie-ci, le flat map, c'est pour décompacter la liste et renvoyer. Du coup, en faisant comme ceci, on aura donc 100 lignes qui vont être exportées. On va le tester ensemble. Du coup, je vais d'abord supprimer le JSON qui était déposé ici. Donc, supprimer. Voilà. Donc, je relance ma pipeline. Donc, jusque là, je lance. Ok, il a déposé. Si j'actualise, je devrais voir mon fichier apparaître là. Parfait. Et quand je vais l'importer, bon, il faut que je précise bien le nom. Copie, copie path. Je fais comme ceci et je colle. Donc, quand je l'importe, j'ai ça. Et quand je fais le launch, je devrais avoir 100. Ok. On voit qu'on a 168 alors qu'on est censé avoir 100. Ça veut dire qu'il y a un souci en fait dans notre pipeline. Donc pour commencer, on ira voir en fait le nom de nos variables, les noms. Est-ce qu'on a pris tous les champs? Est-ce qu'on a loupé des champs, etc. Comme j'ai pris une pipeline de notre ETL, du coup, peut-être qu'il y a des changements de disposition dans cette API de CryptoCompa. On ira voir. Donc, et j'ai récupéré l'échantillon de notre CSV, les trois premières lignes de notre CSV. Et voici ce que j'ai à l'intérieur. Donc j'ai time, high, low. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes. Et la dernière colonne on contient seulement une seule valeur qui est directe un peu partout. On peut l'ignorer ou on peut l'apprendre. Je vous montre déjà la manière pour l'apprendre. Du coup, on prend le nom de nos colonnes. On vient ici, en fait. On rentre dedans les noms de nos colonnes dans l'ordre. Donc, on met ceci comme cela, comme cela, comme cela, comme cela, comme cela. Tac, 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 tac. Ok, on les a renseignés. Ok. Après avoir ajouté les noms des colonnes et après avoir bien renseigné ça, bien renseigné les noms des colonnes, en lisant le code, on voit ici que on convertit en fait nos données sous format liste déjà. Avant maintenant de venir vouloir appliquer, sélectionner les 100 premiers. Bah, il se fait que lorsqu'on les met en liste ici, ça fait deux fois, ça fait déjà dans une liste déjà du coup. Quand on essaie de fixer ici, à partir du 1 déjà, il nous prend déjà toutes nos données ici. Donc ce qu'on va faire, on va enlever cette partie. On ne va pas le convertir en liste là, on le laisse tel quel. Voilà, additionner zippé comme ça. Et arrivé ici, on va faire notre filtre ici. Ok, donc allons-y.
Donc déjà, je supprime tout ce qu'il y avait là. Supprimer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ceci aussi, supprimer. Donc, lorsqu'on vient relancer à nouveau notre pipeline, donc on fait l'extraction. Après l'extraction, on vient ici, on filtre sur 100 lignes aléatoirement. Je précise que c'est de 100 sélections aléatoires ici. Parce que Apache bien fait du calcul distribué. Donc, quand je fais 100 ici, il ne me sélectionne pas les 100 premières lignes ou les 100 dernières lignes. Non, il fait une sélection aléatoire. Donc, j'exécute ça. OK, donc je vais actualiser ici. Il est là. Donc, copie path. Je le mets ici. Voilà. Et je l'importe. Je peux afficher le nombre de lignes. On a bien 100 lignes. Le nombre de colonnes, on a bien 9 colonnes. Et afficher nos différentes colonnes. On a time, height, volume, etc. On peut aussi ouvrir notre fichier pour voir. Cette fois-ci, notre fichier se présente comme ceci. On a bien 100 lignes. Notre trunk qu'on a fait est bien à 100 lignes. Et voilà. Et comme je vous le disais, il me sélectionne 100 lignes aléatoirement. Donc ça fait que quand je prends mes lignes et que je regarde mes times, je vois bien qu'elles ne se suivent pas. Genre, on a ici 19 heures, 14 heures, 0 heures, 4 heures, 12 heures. On n'a pas en fait 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23. On n'a pas les 1 heure d'écart à chaque fois. Et comme cela est dans notre fichier sur le S3 d'origine. Parce qu'on a fait une sélection aléatoire. OK. Donc, si vous voulez faire une sélection aléatoire, voilà la procédure pour le faire. C'est ça qu'on vient de faire. Maintenant, comme nous travaillons sur des données temporaires, on a besoin que les données en fait soient triées et qu'on puisse récupérer nos 100 lignes successives en fait pour qu'il n'y ait pas de trou. On ne veut pas sélectionner 100 lignes aléatoirement, non. On veut vraiment 100 lignes qui se suivent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va vouloir créer notre fonction d'indicateur, en fait, on va faire des moyennes mobiles et des RSI. Et ça se base sur des fenêtres et sur les n dernières valeurs, etc. Donc, quand, quand la sélection est aléatoire, ce genre d'indicateur ne sera pas fiable, en fait. On ne pourra pas bien tester ce qu'on veut tester. Donc, pour cela, il faut vraiment que nos lignes soient vraiment successives en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va donc mettre ceci en commentaire. Je ne vais pas le supprimer, je le mets en commentaire. Comme ça, vous l'avez là si vous avez besoin de lire. Vous l'aurez à disposition dans le code. Et donc, nous allons refaire la même chose, mais cette fois-ci, nous allons d'abord trier notre data avant de la sauvegarder. On commence déjà par supprimer ce qui était déposé ici. Voilà. Et donc, pour trier tout ça, nous allons faire... OK. Donc, nous allons obtenir... Nous allons récupérer les 100 dernières. Trier, bien sûr. Donc, pour trier, nous utilisons top et pour trier et largesse pour dire les plus récents. Et on récupère les 100 plus récents. Les 100 lignes plus récents. Et la clé de tri, c'est time. Du moins, moi, j'ai utilisé ici time. Mais il faut noter que time
là n'est pas considéré comme une date, en fait. C'est considéré comme du caractère. Là, je vous montre juste, là, tout à l'heure, nous allons retraiter cette partie également. Du coup, là, time, il est là comme clé de tri. Et puis, ici, on décompose et puis on exporte. Donc, on va exécuter ça. Voilà. Et on va regarder un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Notre export. Voici nos times qui sont ici. Voilà. Du coup, ça ressemble à ça. Mais il les a triés, il les a considérés comme, il ne les a pas considérés comme étant une date pour trier en fait. Donc, pour éviter les erreurs qui pourraient être liées à ça, parce qu'il a trié comme étant de l'alphanumérique, on va repartir dans le code. Et puis, on va mettre ceci en commentaire. Du moins, je le désactiver. Time alpha numérique. Et maintenant, nous allons faire quoi? Ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, en fait, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons nommer datetime. Et cette variable ne sera rien d'autre que quoi? Que le time qu'on a converti au format datetime. Mais en plus de le convertir au format datetime qui est là, si on veut, on pouvait s'arrêter là hein, pour travailler seulement avec ça. On va également le convertir en timestamp. Timestamp étant le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Donc, partout où vous trouvez des timestamps, il faut comprendre que c'est juste le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 0 heure. Donc, nous allons plutôt le nommer. Ce n'est plus du datetime désormais, si ça soit désormais du timestamp. Allez, je laisse à datetime, mais il faut comprendre que c'est du timestamp en fait. Ou bien, non. Écoute, je vais le mettre je vais le nommer carrément timestamp. Voilà. Timestamp. Tac, tac. Ok. Pourquoi je l'ai mis en timestamp? Parce que si c'est en datetime, par exemple, lorsque j'ai ajouté cette variable-là et que c'est en datetime et que je récupère mes 100 lignes que je veux ici, j'allais être obligé, ou du moins pour faciliter son export, je devrais enlever la datetime que j'ai créée en fait avant de l'exporter. Parce que les datams sont un peu compliqués à sérialiser pour exporter, en fait. Du coup, si je tenais à l'exporter en datam, il fallait faire d'autres gymnastiques. Mais comme là, je vais aller directement et que je vais exporter également mon timestamp sans faire trop de gymnastique, hein, alors je le convertis carrément en timestamp pour pouvoir l'exporter. Donc, quand je crée ma timestamp ici, arrivé ici, qu'est-ce que je fais ici? Je trie mes données par timestamp et puis si je décompose et le reste, vous savez, et je l'exporte. Donc on va exécuter ça. Parfait. Donc on va venir ici, on va actualiser.
Et on va voir qu'il y aura une nouvelle colonne dans notre data qui va s'appeler timestamp à la fin. Voilà là, timestamp à la fin. Voilà. Donc voilà un peu. Donc, je ne sais pas si j'ai encore des explications à donner sur ce code. Qu'est-ce que je peux dire ici? J'ai mis des commentaires à l'intérieur déjà. Le fait de mettre deux fois int ici permet de décomposer en fait le dictionnaire qu'on avait ici. Ce qu'on avait ici comme dictionnaire, ça permet de le décomposer de, de sorte qu'on ait des clés valeurs. Du coup, on passe d'un dictionnaire comme ceci à des clés valeurs, clés valeurs. Et le fait de l'éclater comme ça, en fait, nous permet d'ajouter la nouvelle variable qu'on veut ajouter, qui est timestamp. Et une fois qu'on a ajouté cette nouvelle variable qu'on veut ajouter, qui est timestamp, qui est aussi une clé valeur, nous mettons tout ça dans un dictionnaire désormais. Et c'est ça maintenant qui devient notre nouvelle data. Donc, c'est ce qu'on fait là. Et ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on fait le tri ici. Euh, Si vous ne connaissez pas les fonctions lambda, il faudrait vraiment les connaître parce qu'elles sont très utiles lorsqu'on fait du Apache Beam et lorsqu'on travaille avec des pipelines de données. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, bah, je peux vous faire une petite parenthèse sur les fonctions lambda de Python. Alors, supposons qu'on a une date et notre data qui est 1, 2, 3, 4 comme ceci. Lorsque je fais lambda ins 2.ins, le ins ici, c'est l'entité en entrée et le ins qui est après le 2 points, c'est l'entité en sortie. Du coup, si le ins ici, si le ins en sortie, pardon, n'est pas une transformation du ins en entrée, du coup, ça veut dire que c'est une fonction identité, c'est-à-dire que il récupère le ins qui est ici et il le ressort tout court, sans transformation. Donc, une fois qu'on a notre lambda défini comme ça, on peut l'appliquer à notre data ici. Et pour l'appliquer à notre data ici, par exemple, on peut la mettre dans un mapping, par exemple, où on appelle notre fonction identité qui est là, puis on renseigne notre data. Tout comme on peut également récupérer juste le contenu de la fonction, simplement comme ça, et on appelle notre data. Donc, si on fait comme ceci, et ensuite on fait comme ceci, on affiche le résultat, on aura la même fonction qu'on a là. Si on veut faire ceci, par exemple, que c'est 2 fois, ou du moins ceci est fois 2, is fois 2 par exemple, du coup, je dois avoir le double de ça là. Donc, si je fais comme ceci, et que j'affiche le résultat ici, je devrais avoir 2, 4, 6, 8. Donc, j'affiche, on va voir. On a bien 2, 4, 6, 8. Donc, ici, c'est l'entité en entrée et là, c'est l'entité, ce qui est après la parenthèse, pardon, c'est l'entité en sortie, c'est-à-dire la transformation qu'on sort. Tac, tac, ça c'est une transformation et une identité. Du coup, je mets l'identité, je la remets en haut là. Voilà. Ceci, je peux le nommer 1 et ceci 2. Ok. Allons encore plus loin. Supposons qu'on a une data de cette sorte qui a une liste et des tuples. Et on décide par exemple, disons, qu'on veut afficher uniquement ceci seul. Dans notre tuple, cette position correspond à 0 et la deuxième partie correspond à 1. Donc on a 0, 1. Donc quand on fait ici, on récupère l'entité. Et quand je fais 0 à l'intérieur ici, je récupère juste cette partie-ci. Donc quand je fais comme ceci, et que j'appelle et mon résultat, je devais avoir 12, 11 et 13. Ouais, 12, 11 et 13.
Donc, voilà un peu comment on utilise les fonctions lambda. Supposons par exemple que nous voulons trier le contenu de ceci, par exemple, euh, euh, par, euh, par la première information qu'on a ici. Du coup, supposons que ceci c'est l'heure. Du coup, on est censé avoir 11 h, 12 h et 13 h. Pour le faire, lorsque j'appelle ma fonction, j'ai ma data là, ma clé ici, j'appelle mon lambda qui est l'entité. Donc ici, la première position c'est 0. Du coup, dedans là, du coup, j'enlève tout ceci. Je mets 0. Et quand je fais ça, je vais avoir ma data qui sera triée par 11 h, 12 h et puis 13 h. On peut regarder, voir. Quand j'affiche ma data, observons, on a désormais trié 11 h, 12 h et puis 13 h. Maintenant, supposons que nous ne voulons pas le trier par ceci, mais que nous voulons le trier par le prix. Et alors que voici la valeur du prix. Pour le faire, c'est ça que j'avais fait là précédemment. Pour le faire, on prend notre même fonction là. Et la clé, c'est quoi? On récupère la position déjà de ceci qui est 1 et non 0, c'est 1 là. 1 là. Et comme on est en position 1, ce qu'on a ici, c'est un dictionnaire. Donc, on doit maintenant sélectionner la variable dans le dictionnaire par laquelle on veut trier. Du coup, on va faire accolade price. Et quand on fait ça et on exécute, on devrait avoir notre donnée triée par prix. Du coup, on devrait avoir du 80, 120 et 200. Donc, quand j'affiche, on a ici 80, 120 et puis 200. Donc, voilà quelques illustrations. Bon, ça, je peux supprimer ça, hein. Voilà quelques illustrations de comment on utilise les lambda. Et il faut vraiment bien les connaître parce que c'est beaucoup utilisé dans les pipelines. Ok. Donc, ceci étant, euh, je vais préparer notre truc là. Du coup, ce que je veux ici, j'ai envie d'enlever le timestamp que je lui ai mis là. Puisqu'on n'a pas prévu l'exporter vers BigQuery, je vais l'enlever de là. Du coup, pour l'enlever, je récupère cette fonction que j'ai préparée ici et je remplace le contenu ici par timestamp. Voilà. Donc, maintenant que vous comprenez comment fonctionnent les lambdas, vous pourrez facilement comprendre les lignes de commande qui sont ici. Partout, il y a des lambdas. Ok, du coup, nous allons l'exécuter à nouveau pour faire sauter le timestamp qui apparaît là-bas. Ok, et quand nous actualisons, on va actualiser. Je ne devrais plus avoir de timestamp désormais. Donc, quand je défile, parfait, ouais, il a sauté. Donc, je m'arrête bien ici. Il n'y a plus de timestamp qui apparaît là. Et j'ai bien 100 lignes. 100 lignes, ce qui est demandé. Et c'est bien trié par ordre décroissant. J'ai le 25 à 1 h, 0, ensuite le 24 à 23 h, 22, 21, 20, etc. Ouais, c'est bien trié. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant que ça c'est fait, nous allons maintenant créer notre fonction de transformation. Nous venons d'exporter nos données en local. Donc, prochaine étape, nous allons importer nos données qu'on a exportées en local et nous allons créer notre fonction de transformation que nous sommes censés injecter dans notre pipeline. Ok, on le fait dans la vidéo suivante.